J'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient il y a beaucoup d'architectes intérieurs, il n'y aura jamais de la place pour moi, etc. Oui, il y a peut-être beaucoup d'architectes intérieurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place. Il suffit de suivre ce qu'on a en tête, de se démarquer. Et je pense sur la partie vraiment créative que ça se joue, en fait, ce métier. Les clients nous choisissent, c'est vrai, mais il faut aussi que ça soit un vrai terrain d'entente des deux côtés, parce qu'en fait, c'est quand même une belle péripétie à passer pendant plusieurs mois, voire années sur certains. Salut Charlotte, merci d'être venue. Franchement, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Secret d'Archi. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. C'est vrai que, que je t'avais contactée parce que j'aime beaucoup tes projets et puis les échanges qu'on a pu avoir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, revenir sur ton parcours qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers l'architecture d'intérieur Ouais. Alors, moi, c'est Charlotte Féquet. J'ai mon agence à mon nom depuis quasiment 10 ans maintenant. Et en fait, je suis originaire du nord de la France et j'ai étudié en Belgique, à Saint-Luc. Et en fait, après mes études, je suis arrivée sur Paris en fait, pour travailler tout simplement en agence. Et après plusieurs années en agence, en fait, j'avais pas mal de projets à côté de ça. Et en fait, tout naturellement, ça s'est fait un peu que je pouvais plus assumer tout ce que j'avais à côté. Et j'ai arrêté là où j'étais et j'ai monté l'agence. Et voilà, depuis à peu près 8 ans, je dirais, 8-10 ans. Et comment ça s'est passé ta première expérience en agence ils t'ont demandé quoi Ils te demandent un portfolio, ils te demandent des expériences ou pas? Parce que souvent, t'as un peu les deux, tu vois. Il y en a, ils te demandent au moins 3 ans d'expérience, mais quand tu sors d'école, c'est compliqué. Ouais. Puis parfois, ils te demandent un portfolio, mais je sais, pour l'avoir vécu. Ouais, sauf que sur ton portfolio, t'as 2 projets à mettre, tu vois. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que quand on arrive dans le milieu du travail, en général, on n'a pas beaucoup d'éléments quand même qui sont faits, selon aussi les écoles aussi qu'on fait, ça dépend. Mais c'est vrai que moi, à Saint-Luc, en Belgique, c'était très tourné sur l'artistique. Et donc, en fait, j'avais beaucoup de photos de maquettes, ce genre de choses. Donc, en fait, j'avais constitué un book, mais c'était un book très artistique. Donc, en fait, quand je suis arrivée, j'étais arrivée en stagiaire. Donc, c'était peut-être un peu différent aussi, mais c'était un peu la coutume. C'était quand même il y a 15 ans depuis, du coup. Donc, c'est peut-être un peu différent maintenant, je ne sais pas. Mais en fait, tu arrives en tant que stagiaire et en fait, tu es un peu baigné pendant plusieurs mois à juste un peu voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'était beaucoup apprendre sur le tas, parce que moi, je ne faisais pas beaucoup d'ordinateurs à l'époque dans mon école. Et c'est vrai qu'on a fait vraiment... j'ai appris sur le tas. Dès le début, on m'avait dit, si tu peux faire un plan électrique, faire ensuite même, je crois que c'était des élévations pour la menuiserie, etc. Et en fait, j'ai vraiment appris sur le tas pendant cette période de stage, qui était, je crois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, après, ça a basculé en freelance, ce qui est un peu le courant aussi, je pense, de notre métier. Mais en fait, voilà, c'est vraiment sur le tas que ça s'est passé. Donc, mon book n'a pas été vraiment, je pense, moteur. Je pense qu'ils avaient besoin aussi de quelqu'un pour les aider. Peut-être que ça leur a plu aussi. Ils m'ont jamais fait de retour, d'ailleurs, là-dessus. Ça, c'était ma toute première agence. Et après, en fait... comme j'avais du coup bossé dans cette agence, j'ai intégré une autre aussi dans la foulée, 1 an après. Donc, j'en ai fait 2, on va dire. En tout, je crois que ça a duré 5-6 ans, ma période avant que je monte la mienne. Donc, ouais, c'est ça, parce que ça équivaut à peu près à 15 ans où je suis archi d'intérieur. Et voilà, donc ça s'est fait un peu aussi naturellement, on va dire, où ça a glissé d'une agence à l'autre sans avoir vraiment... Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'au début, on n'a pas forcément des projets réels, c'est-à-dire on va travailler sur la 3D avant d'intégrer une agence, et après seulement on peut diffuser des éléments qui sont faits en vrai, on va dire. Donc, il faut attendre cette période-là pour montrer des vraies choses réelles et montrer de quoi on est capable. Donc, ça dépend aussi de la flexibilité de l'agence qu'on intègre, qui puisse se dire, j'ai une élève, en tout cas une jeune qui démarre. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément, mais peut-être qu'il y a un truc qui leur plaît, voilà. Et je trouve qu'on a un avantage qui est certain aujourd'hui, c'est la 3D. Enfin, je trouve quand même, c'est une chance qu'on a aujourd'hui à notre époque, c'est que tu peux quand même constituer un portfolio, tu vois, enfin un book, avec des projets. Donc, ça va être que de la conception, tu vas pas pouvoir dire, j'ai fait le suivi de chantier de ce projet, mais je trouve que tu peux vite, un peu, entre guillemets, t'inventer des projets, tu vois, refaire ton propre appart ou ta propre maison. Au moins, tu montres ta patte artistique, on va dire.
qui peut rassurer aussi les Ouais, agences, ouais, je pense. complètement, parce que en plus, c'est vrai qu'il y a 15 ans, enfin, il y en a certains qui maîtrisaient peut-être très, très bien la 3D déjà, ce qui était pas forcément mon cas. Et en fait, pour montrer vraiment de quoi on est Bah capable, ouais, c'était pas évident. ouais. Aujourd'hui, on est vachement plus tourné sur les Mmh. ordi, tous les logiciels qui existent, et cetera. Et du coup, on peut vraiment, en effet, montrer sa patte, Mmh. ce qu'on aime vraiment et constituer un book qui nous ressemble, à 100 Donc c'est Ouais. peut-être là. Après, encore une fois, je pense qu'il y a la partie théorique et puis après, il y a la partie pratique et il y a toujours moyen de l'apprendre aussi en agence. Et de toute façon, je Mmh. pense qu'on apprend tout le temps. C'est-à-dire que même quand voilà, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est archi, je crois qu'on apprend dans chaque projet, les erreurs qu'on peut faire aussi, l'attitude qu'il faut avoir aussi sur certains soucis qu'on peut avoir. Enfin voilà, donc ça reste quand même, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à, tiens, est-ce que mon book est assez parfait pour intégrer une agence ou je pense que parfois, ça va se jouer à une petite chance aussi de pouvoir intégrer. Et Ouais. puis après, ça va être la motivation et bah ouais, sa patte créative qui va faire la différence, je pense. Et justement, en parlant, d'erreurs, et de premières expériences, c'était quoi la grosse difficulté que tu as pu rencontrer en début de carrière? Alors, ça peut être un peu le budget, parce qu'au début, OK. quand on démarre, forcément, on a des projets qui sont peut-être un peu petits et avec un peu comme on peut. C'est-à-dire que les clients ne savent pas trop aussi quel budget ils doivent mettre. On essaye de les conseiller en disant bah, il faut tant au mètre carré pour avoir quelque chose de sympathique. Et puis, quand on n'a pas toute l'expérience de savoir que chaque prix de chaque chose, bah, on peut faire quand même des grosses bourdes, on va dire, en termes de budget et se dire ah mince, en fait, ça ne passait pas, j'aurais dû le dessiner différemment. Ou alors d'être frustré tout simplement parce qu'en fait, on se dit, bah tiens, le budget est un peu petit et donc on ne peut pas se permettre tout ce qu'on avait en tête et comment ça pourrait être vraiment s'il y avait nos limites, on va dire. Mmh. Même si ça ne veut pas dire que le no limites fait forcément des beaux projets, mais dans le sens que quand on veut vraiment personnaliser, forcément, bah, ça va passer par du sur-mesure. Et donc, le sur-mesure sera toujours plus cher que la partie standard. Donc voilà, il faut composer un peu. Et c'est la partie Mmh. budget au début qui a toujours été un Mmh. peu compliquée parce que j'avais toujours envie d'en faire plus. Et puis après, il y avait un petit frein. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des projets qui sont plus conséquents et avec des beaux budgets. Donc on peut faire des choses quand même très sympathiques. Mais on a toujours quand même cette notion de budget respectée qui Mmh. est pas toujours évidente, surtout qu'il y a un peu des inflations aussi dans l'histoire qui rentrent en jeu et qui du coup au début on se dit bah on peut aller vraiment loin dans la personnalisation et puis d'un coup on se dit ah oui non en fait là faut composer, faut faire avec tiroir et se dire ça on pourra peut-être pas, on va voir, on modifie, enfin on doit se rendre un peu plus flexible, c'est sûr. Ouais, c'est clair parce qu'il y a la contrainte technique, certes, mais je trouve le budget, c'est quand même une des principales contraintes parce que, comme je te Ouais. disais, moi, mon projet d'école, tu dois rénover une maison de 70 mètres carrés avec un atelier qui en fait 20. Tu dois tout rénover de A à Z et en plus, tu dois décorer en mettant ça dans une enveloppe de 1 600 € le mètre carré. Et Ouais, donc là, tu te dis, bon, bah, ok, moi j'ai une appétence pour les meubles de designer, pour le ouais, c'est sur-mesure. ça. Bon, bah, En fait, faut composer, quoi. après, ça va être vraiment de l'astuce et de faire en Mm. fait avec quelque chose de pas forcément très cher Mm. dans des grandes surfaces, enfin des choses comme ça, et de le tourner différemment pour se dire, lui, il va s'oublier et on va mettre la chose en valeur un peu chère en plein milieu ou qu'on va avoir plus, par exemple, je sais pas, est-ce que c'est le carrelage mural du fond et le reste est plus sage et donc du coup on compose sur les budgets. Voilà, et en fait c'est tout un travail un petit peu de minutie comme ça, mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est la partie, je trouve, un peu délicate parce qu'on n'a pas toujours en tête tous les budgets et puis ça dépend des entreprises aussi forcément. Bon, après, il y a quand même quelque chose un peu de régulier en termes de prix qui revient à peu près. Il y a une moyenne Oui. qui se fait. Mais c'est vrai que c'est un peu la partie touchy. Et tu as eu justement des bourses, comme tu disais, où tu avais prévu X budget et finalement, tu l'as plus ou moins explosé. Et si oui, comment tu as géré ça Alors oui, alors souvent, quand on dessine, on aime se faire plaisir Mm. aussi et faire plaisir aussi aux clients et de dire, bah voilà, là, on imagine ça, on veut ça, machin. Donc en fait, on va souvent un peu au maximum, quand même en disant au client, attention, là, on a quand même dessiné beaucoup, il faut faire attention, peut-être qu'on sera un petit peu trop, donc peut-être, par exemple, dans la chambre enfant, le dressing, on n'est pas sûr que ça passe. Attention à ce budget-là, peut-être que soit on passera sur des meubles qui ne sont pas plaqués en essence, mais peut-être
peut-être avec juste du médium à peindre. Enfin, voilà. Donc, en fait, on ne se limite pas parce qu'on veut quand même montrer aussi ce qu'on pourrait arriver à faire. Et on met juste des petits attention, voilà, peut-être qu'on peut déborder. Et on ne va pas se leurrer, toujours ça déborde. C'est-à-dire qu'on n'a jamais reçu un devis qui était en dessous de ce qu'on avait estimé. Ouais. Ça n'arrive pas. Enfin, à part si vraiment on est très sage dès le début, ce qui n'est pas notre cas. Mais du coup, voilà, après on compose. On fait avec des tiroirs et on adapte et on dit, bah voilà, finalement, on va pas tout faire en laqué, on va faire un peu du médium à peindre, on va mettre le budget sur la cuisine, sur le beau plan de travail et pas sur le reste. Enfin, voilà. Donc, on fait un peu des choix et le tout, c'est d'être un peu transparent, je pense, avec le client en disant attention, là, peut-être ça va dépasser pour pas qu'il soit aussi complètement dans le oh, mon Dieu, c'est pas du tout ce qu'on avait dit et qu'il soit pas aussi déçu de la finalité. Justement, c'est ce que j'allais te dire parce que quand tu te fais un peu plaisir sur la partie conception, les 3D, que tu mets de beaux objets et que finalement tu composes en disant bon bah là on va réduire le budget sur le canapé, mettre le paquet sur la cuisine, etc. Ça génère pas des frustrations quand ils voient le projet que tu as en tête et le projet final Ouais, alors c'est vrai que ça peut frustrer, mais en fait, on se rend compte aussi que parfois les clients se disent oui, non, mais en fait, on va rester sur ça et il ne faut pas que ça dépasse. Et en fait, quand ils ont le coup de cœur aussi, parfois je dis pas que c'est systématique, mais quand il y a un coup de cœur et ils se disent bon, en fait, c'était vraiment ce que j'avais en tête et je voulais ça et c'est juste, j'avais pas en tête que ça allait être ce budget et donc je accorde un budget supplémentaire pour faire exactement ce que je voulais. Ou alors juste si on leur trouve la solution en disant bah finalement, voilà, on passe pas avec ça, on change juste la matière ou on enlève un élément ou autre, on arrive quand même à rester... ils restent contents. La plupart du temps, ils sont quand même assez contents. Voilà, on n'est pas sur un modèle de frustration tout le temps. Mais voilà, on essaie de composer. Et puis parfois aussi, on n'a pas en tête que ça va budgétiser autant. Voilà, il y a eu quand même des grosses hausses de prix ces dernières années. Donc parfois, ce qu'on dessinait à un certain prix au mètre carré, on a vu flamber certaines choses. Donc en fait, parfois, on se dit, bon... il y a 4 ans, peut-être que ça serait votre budget, mais là, aujourd'hui, il faut le temps peut-être un peu plus, ou alors, il faut se dire que bah, voilà, dans certaines chambres, on n'aura pas tout en sur-mesure et on oublie certains meubles sur-mesure dans certaines pièces et d'autres, on les fait, quoi. Et après, ils sont assez ouverts d'esprit, ils nous disent, oui, je comprends, mettons le budget sur les réceptions, un peu moins sur les chambres, et on compose comme ça. Et comment tu as fait pour escalader un petit peu les paliers budgétaires par rapport au début de ta carrière où tu avais de petits budgets et aujourd'hui où tu as des budgets qui sont plus conséquents Tu as une stratégie particulière ou non, il a suffi d'un projet qui a fait que... alors, pas de stratégie particulière parce que j'ai jamais eu de stratégie de quoi que ce soit, donc j'ai toujours fait comme ça. Donc en fait, au début, vraiment, dans un démarrage, on accepte tout ce qu'on peut, des mini-surfaces, des mini-budgets, et puis en fait... sur parfois des petites astuces comme par exemple, moi j'ai toujours beaucoup travaillé les verrières, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu un fil conducteur dans mes projets. Et après, on m'appelait beaucoup aussi pour ça. Donc, on s'amuse pas mal à l'agence avec ça et on en dessine toujours des différentes. Et c'est ce qui a fait un petit peu aussi qu'on nous appelait. Et en fait, je crois que c'est sur les petites surfaces comme ça où finalement, même s'il n'y avait pas trop de budget, la verrière était différente, par exemple. Et du coup, ça avait créé peut-être un petit coup de cœur chez d'autres personnes. Et du coup, ainsi de suite, on a fait des projets un peu plus gros. Et après, on a dit, bah voilà, si vous avez un peu plus de budget, on peut travailler là-dessus. Et ça s'est fait un peu comme ça, de manière échelonnée. Et puis après, sur des plus grandes surfaces et avec des plus gros budgets. Et là, on a été vraiment plus dans la personnalisation, que ça soit dans le dessin des interrupteurs, enfin des gravures ou des choses comme ça, dans le dessin de mobilier sur mesure aussi, comme des banquettes intégrées, des consoles, des tables. Donc ça, c'est un domaine qu'on adore parce que... Enfin, j'adore toute cette partie-là parce que c'est vraiment du design pur. Et en fait, on peut imaginer et meubler l'appartement avec ce qu'on a pensé. Et ça, c'est vraiment la partie très chouette, je trouve. C'est aboutir le projet à 100% quasiment, quoi. De vraiment la conception, l'optimisation, mais aussi voilà, l'habitat, le meuble, l'objet. Oui, tu vas jusqu'au mobilier, les clients... Ouais, de plus en plus. Les gens, souvent, nous demandent évidemment la partie archi d'intérieur, c'est-à-dire repenser l'appartement en entier. Mais après, souvent, c'est en fait, comment on peut le meubler ? Parce que ça reste quand même un petit lien entre tout, forcément, parce que quand nous, on a réfléchi le lieu, on s'est dit, là, attention, c'est mieux d'avoir un canapé un peu courbe parce qu'on prendra moins les angles, etc. Et en fait, du coup, on va plus loin et on va jusqu'à la déco pour que ça soit vraiment un concept architectural assez fort, quoi. Okay. Et toi, aujourd'hui, du coup, tes projets, tu as combien à peu près du mètre carré pour avoir une idée quand tu es vraiment sur du full sur mesure, avec des matériaux quand même de qualité,
On est sur du combien à peu près pour donner une idée aux Alors personnes? aujourd'hui, quand on rénove globalement un appartement à 100% avec toute la partie vraiment voilà, agencement sur mesure, des beaux matériaux, sans partir dans des folies plaquées or, hein, on va pas, voilà, Ouais, ouais. mais dans des choses quand même bien pensées et de partout, on estime pas en dessous de 2 300 €, 2 500 € du mètre carré pour vraiment faire tout. Et tout ça, c'est tous les travaux avec les matériaux compris, etc. TTC? TTC, mais qui ne comprend pas la partie décorative pure, c'est-à-dire les objets volants, ce genre de choses. Et pour les objets volants, il y a une enveloppe moyenne à peu près Pas du tout. Ça, Ouais. c'est toujours très, très dur à, Ok. à budgétiser parce que c'est vrai que un canapé, puis il y en a un très beau à 3 000, comme à 10 000, et du coup, ça fait voler en éclats Ah ouais. les estimatifs. Et du coup, on y va vraiment au cas par cas et on montre. Et après, à chaque fois, je pourrais même pas dire à combien on arrive au mètre carré parce que Ouais. c'est toujours différent. C'est volatile. Et les clients, quand ils viennent te voir, du coup, ils te donnent un budget purement travaux et aménagement sur mesure. Et, ou alors, non, quand ils viennent te voir, dans leur tête, c'est tout compris, mobilier. Non, souvent, ils ont quand même en tête la partie uniquement travaux. Parce Ok. que souvent, ils nous disent, bah voilà, on a 2 000 € du mètre carré. Je leur dis, bah, on n'est jamais fermé non plus à dire, c'est pas possible. C'est juste qu'il y a quand même des budgets moyens où on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien. Donc, on le dit aussi sincèrement, parce que ça sert à rien de faire miroiter qu'on va être à 2 000 si ça sera à 2 500, voire plus. Et on leur dit juste que voilà, c'est les travaux en entier. Et en général, ils ont en tête que c'est vraiment la partie travaux, parce que la partie mobilier, ils savent qu'ils peuvent ne pas le faire s'ils n'y arrivent pas. Et que s'ils veulent, on est là pour proposer et qu'on ne va pas les obliger à acheter le canapé à 3 5 000 ou autre, quoi. Donc, ça varie. Ouais. On leur fait les propositions et ils sont aussi Oui. libres d'y aller ou pas, quoi. Et toi, par rapport à tes projets, quand ils ne prennent pas la partie, enfin le package mobilier, on va dire, justement, t'as pas eu des moments un peu du mobilier qui avait rien à voir avec le concept que tu avais en tête? Alors, je réfléchis parce que la plupart du temps, c'est vrai que depuis quelques années, c'est quasiment systématique où on fait la déco avec, enfin, la partie prescription et mobilier. Mais la plupart du temps, ça va. Parce que je pense qu'en plus, comme on a préparé les clients aussi avec une 3D, en fait, ils avaient déjà imprégné dans leur tête le futur lieu, on va dire, qu'ils allaient avoir. Donc, souvent, ce qu'on met dans la 3D, en plus, c'est marrant parce que souvent, ça leur reste et ils disent « je voudrais exactement le canapé qui est sur la 3D ». Donc, comme quoi, c'est intéressant quand même que les éléments soient montés en 3D et qu'on les intègre, parce que souvent, ça marque les clients et ils veulent exactement ce qu'il y a sur la 3D. Souvent, ça nous est arrivé, ça. Et après, ils se disent bah, soit mon canapé que j'ai chez moi marche pas parce que vous, sur la 3D, vous n'avez pas mis celui-là. Et je voudrais en acheter un dans le même style. Et ils s'occupent de l'acheter et ils font leur truc de leur côté. Mais souvent, ils vont essayer de coller à quand même plus ou moins un univers qu'on avait créé, en fait, enfin, c'est pas sans le vouloir, mais en tout cas qu'on avait créé. Et ça m'est rarement arrivé que ça soit vraiment le déconnecté. Ouais. Ok. Et quand tu leur fais les prescriptions, quand tu les conseilles, quand ils prennent juste l'enveloppe travaux, mais que vous leur préconisez, bon, bah, dans ce salon, ça serait mieux, des objets comme ça, etc. Tu leur factures les meubles préconisés ou non? Alors, en principe, dès le début, ils me disent je veux une mission vraiment purement architecture d'intérieur et du coup, je ne veux pas de recommandation de mobilier. Et donc, du coup, c'est établi dès le début. Le forfait est moindre que quand il y a la partie déco. Et si dès le début, ils disent bah, voilà, on a besoin vraiment de recommandations sur les grosses pièces de mobilier, on va tout de suite en parler dès le début en disant on fait plus ou moins une liste un peu à la grosse. Ce sera les grosses pièces de mobilier, donc le canapé, les fauteuils, les tapis, mais pas jusqu'aux petits objets, genre petites cuillères et ce genre de choses, parce que sinon ça peut être aussi infini. Et là, du coup, ça peut être compris directement dans le package. Donc en fait, c'est pas facturé après parce que c'est déjà décidé, on va dire d'abord, il va y avoir cette prescription. Après, nous, c'est de manière systématique, on préconise tout ce qui est accroché, c'est-à-dire les suspensions, les spots bien sûr, les rideaux, toute la partie tapisserie, on l'inclut systématiquement parce que ça fait partie voilà, de l'univers de l'appartement. C'est vraiment sur les pièces volantes comme le canapé, voilà, table basse. Et c'est là où voilà, ils décident, mais c'est vrai que c'est très fréquent où ils peuvent nous montrer en fait tout simplement l'élément qu'ils avaient en tête et qu'on dit bah, oui, c'est parfait, ça va très bien, on check les mesures que ça passe bien dans le plan et ils s'occupent de l'acheter. Mais voilà, c'est un peu
On facture pas spécialement quand il y a une petite idée comme ça de canapé et ils nous demandent leur avis. Et après, sinon, c'est la prescription générale. D'accord, ok. Et c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies pu faire en début de carrière Bonne question, parce que les erreurs, on en fait plein. Bah ouais, c'est humain. Alors, c'est peut-être, si je dirais, c'est de prendre des projets où j'ai senti que le courant passait pas. Parce que ça, c'est quand même hyper important. Parce que les clients nous choisissent, c'est vrai, mais il faut aussi que ça soit un vrai terrain d'entente des deux côtés, parce qu'en fait, c'est quand même une belle péripétie à passer pendant plusieurs mois, voire années sur certains. Du coup, ça va être un travail d'équipe parce qu'il y a l'entreprise générale, certes, il y a les clients et nous. Et c'est en fait ce triangle qui doit bien fonctionner. Parce que s'il y a un rapport de non-confiance ou quelque chose comme ça dans l'un des trois, ça ne marche pas. Et en fait, c'est vrai que je pense que mon erreur, c'est que, enfin, où ça a été, c'est de sentir un beau projet, mais avec des clients qui avaient peut-être, ils n'aimaient pas forcément ce que je créais aussi, ou un feeling qui ne passait pas. Et en fait, d'y aller quand même. Et au final, ça fait jamais un bon projet, ou du moins, ça peut jamais aboutir sur quelque chose de bien. Donc ça, c'est important aussi, c'est d'aller un peu en confiance et de sentir aussi que les clients, le courant passe bien. Je dis pas qu'il faut forcément filtrer à fond, mais c'est juste que voilà, c'est important de bien sentir les choses pour faire un projet bien. Enfin voilà, de sentir, de pouvoir aller au bout, quoi. Parce que du coup, là, par rapport à cette erreur-là, l'exemple, c'est quoi quand tu as eu le red flag en te disant je les sens moyennement, mais tu as quand même été Alors, en fait, c'est que quand, par exemple, si on monte une 3D et qu'on nous dit non, c'est pas du tout ce que je voulais, je veux absolument ça, et qu'on nous montre une photo de quelque chose qui existe et on nous demande de dessiner ça, pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est des créatifs, on est là pour créer quelque chose, pas pour copier-coller un design qui existe déjà. Ça, c'est hors de question. Donc, on peut s'inspirer de tout et il n'y a pas de problème parce que ça fait partie du métier, mais pas de copier-coller. C'est pas possible de faire ce principe-là. Et quand on me demandait de copier-coller en plus un design qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, il y a un moment où on se dit mais pourquoi aller vers moi, parce que du coup c'est pas du tout mon univers. Alors c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour faire que notre univers, c'est sûr, parce qu'on doit s'adapter aux lieux, aux clients et tout ça. On vit pas dans les apparts qu'on refait, mais c'est quand même important de plus ou moins être en phase avec ce qu'on va dessiner. Donc en fait, quand on voit plusieurs réalisations et on m'appelle pour ça, ou du moins dans un design qui peut être l'esprit de l'agence, du coup ça fait trop bizarre d'un coup demander quelque chose de colonial ou quelque chose comme ça qui n'a rien à voir. Et du coup je me dis voilà, c'est un peu ça qui a pêché. Et je me suis dit de copier-coller un design, ça n'ira pas. Et en plus c'est un design qui est juste mais aux antipodes de ce que j'aime. C'est trop bizarre, quoi. Et du coup, pardon, vas-y. Non. Et du coup, comment ça s'est fini avec ce client-là? Tu as été jusqu'au bout du projet parce qu'il t'a demandé de copier-coller, mais du coup, comment tu as géré le truc? Alors, pour plein de raisons, il y avait cette partie-là, mais ça marchait pas, on n'avançait pas. C'est comme si on se comprenait pas, tout simplement. Et c'est là où je disais, un travail d'équipe, c'est important. Et en fait, il faut être en phase avec ses clients et voilà, un respect mutuel aussi. Et en fait, ça n'avançait pas après plusieurs mois d'esquisse, ce qui est pas normal. En principe, il y a un roulement quand même qui doit se faire et une avancée progressive. Donc en fait, on a dû arrêter, ce qui arrive très rarement dans les chantiers. Ça m'est arrivé que 2 fois dans ma carrière. Ah oui, mais ça va. Ouais, c'est très rare. Et moi, je m'attendais à plus, dis-toi. Non, c'est vraiment... il y a une fois, il y a eu le Covid, et donc ça a duré trop longtemps. Et bon, bref, ça, c'était un autre sujet. Et là, c'était voilà, une mauvaise entente. Donc c'est vraiment la seule fois où il y a eu une mauvaise entente, et on va dire qu'on a dû couper. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aimerais réitérer du tout. Je préfère que ça se passe bien et qu'on soit juste en bonne entente et qu'on fasse un beau projet. Et pour eux, pour nous, que ça soit un truc sympa. D'accord, ok. Ouais. Okay. Et comment est-ce que tu travailles, on va dire, ta créativité, ton style au fur et à mesure des années et des modes qui changent? Enfin, voilà, comment tu fais le parallèle entre l'actualité, toi, ta créativité perso à toi, où est-ce que tu t'inspires? Comment ça se passe? Vaste question, mais c'est vrai que alors de plus en plus j'essaye d'aller au contact d'artisans, de salons. Je pense qu'on est tous un peu inspirés aussi par tout ce qui se passe bien sûr sur les réseaux.
mais il y a une différence entre inspiration et tendance et pas copier aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on vit dans notre temps et ça, c'est normal. Donc, il y a des choses qui vont revenir et des formes qui vont revenir, comme les formes organiques, les formes courbes et tout ça. C'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, mais qui est quand même très actuel. Et ça, je pense que sans le faire exprès, en fait, on va le véhiculer et on va le créer de cette manière. Et après, moi, j'ai toujours comme mot d'ordre de me dire que le projet va être différent à chaque personne, puisque chaque projet est différent parce que chaque personne est différente et chaque lieu est différent. Donc, à chaque fois, je vais m'inspirer de la personne qui va y vivre, du bâtiment où s'inscrit l'appartement ou la maison ou même l'emplacement géographique, puisque parfois, c'est pas toujours dans Paris. Et on va essayer de mélanger un peu tout ça avec aussi ce qu'on a en tête, peut-être on a vu à un moment, on s'est dit tiens, ça c'est chouette, en tout cas en inspiration, en termes de forme. Et en fait, il y a un peu un melting pot de tout ça qui se passe. Et après, voilà, je pense qu'il faut s'inspirer aussi de plein de choses comme les expos, tout ce qu'on peut voir un peu de partout. Et après, c'est vrai que tu parlais de tendance, mais par exemple, aujourd'hui, je trouve que la tendance est quand même très orientée maximalisme. Tu le vois, les archis qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est très texturé, tu as beaucoup de motifs, de mélange de matières, c'est très coloré. Ouais. Et même dans les magazines, même les événements d'archi d'intérieur et déco récents, tu le vois que la tendance est à la couleur, voire même au rétro aussi, on le voit avec le mobilier qui est un 70 peu... à fond. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment tu fais dans ces cas-là est-ce que ça t'est arrivé où c'était pas du tout ton identité ou ton style et t'as dû composer ou non, pas du tout? Tu te dis, bah non, c'est pas mon style et c'est pas grave. Non, alors je crois que la plupart des projets que j'ai réalisés, j'étais quand même en phase avec le dessin final, c'est-à-dire que, encore une fois, on s'adapte aussi. Évidemment, c'est pas notre appartement, donc on va s'adapter aux clients. Et en fait, alors, c'est vrai qu'il y a une tendance sur le maximalisme, mais il y a aussi une tendance sur le très beige et très sobre. Ouais, c'est les opposés qui se rencontrent. Ouais, voilà. marrant, ouais. Donc en fait, parfois, on a des clients aussi qui ont une volonté, par exemple, il y a quelque chose de très sobre, très intemporel, parce qu'ils veulent pas que ça soit surchargé. Et en fait, on s'adapte à ça et on essaie parce que on aime aussi avoir quelque chose. Enfin, j'aime particulièrement avoir des choses un peu sobres et léchées, on va dire, avec des beaux matériaux juste élégants, etc. Mais après, j'aime vraiment particulièrement ce mix and match qu'on peut voir Laura Gonzalez, etc., qui savent ou Friedman et Versace, qui savent marier les matières à la perfection. Et là, par contre, c'est plus difficile. J'ai l'impression que c'est plus difficile dans le particulier parce que quand on est dans l'hôtelier et restaurant, en fait, ils vont peut-être oser quelque chose d'un peu fort en termes de concept. Et quand c'est pour du particulier, après, ça dépend, hein, bien sûr, mais c'est quand même en général un peu plus raisonné sur « je veux pas m'en lasser ». Voilà, c'est souvent la phrase qu'on entend souvent. « Je veux pas m'en lasser ». Donc nous, on essaye de travailler là-dessus en disant « il faut pas s'en lasser ». Mais pour autant, il faut faire quelque chose qui a un style, parce que sinon, on peut aussi se lasser de quelque chose qui est impersonnel. Donc, en fait, on va travailler un peu sur cette fenêtre un peu mince de avoir du style sans en faire too much non plus. Donc, voilà, personnaliser en étant un peu pas trop surchargé non plus, même si j'adorerais pouvoir travailler encore plus les matières comme elles le font. Et je trouve ça très chouette. Mais c'est quand même aussi assez technique, ce côté mariage ce mariage énorme de matières qui marche à la fin. C'est vraiment un sujet vraiment fragile à maîtriser, quoi. Ça peut vite être kitsch, je trouve. Parce que moi, mon projet d'école, justement, les clients, dans le brief client, ils disaient qu'ils voulaient un intérieur inspiration Laura Gonzalez et Wes Anderson. Ah oui, d'accord. Donc deux univers hyper colorés. T'en as un, c'est plus des couleurs très pastel. L'autre, c'est hyper chargé, hyper coloré. Et vraiment, là, j'ai été confrontée en me disant, mais c'est hyper dur. Tu vois, après, quand tu es en phase de conception, donc tu as quand même ton concept décoratif, etc., qui te guide. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est une vraie compétence de matcher les matières. Les Anglais sont très forts pour ça aussi. Ça, ils sont très forts. Et toi, des fois, quand tu vas le faire, tu te dis, mais là, c'est kitsch, en fait. Ouais. C'est toute la frontière très compliquée entre est-ce que ça va faire un super projet ou alors ça va tomber dans le ridicule c'est marier n'importe quoi qui va avec n'importe quoi. Et c'est vrai que là, on voit celles qui sont très fortes là-dessus. En effet,
c'est des univers que j'adore, ce qu'elles font. Et après, si, voilà, dans le particulier, je trouve que c'est toujours un peu plus délicat. Après, il faut avoir des personnes qui ont envie aussi de ce style-là. Et en tout cas, j'aimerais pouvoir le travailler plus encore dans les prochains. Parce qu'au final, le multimatière, on se rend compte aussi que c'est plus chaleureux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que quand parfois on veut être trop sobre, au final, ça perd de l'identité, ça devient même limite un peu plus lassant, parce que c'est pas une identité assez forte. Donc voilà, nous, enfin, en tout cas, j'essaye de travailler sur cette petite frontière de personnaliser et aller plus loin parfois dans l'identité sans en faire trop. Mais voilà, si je peux travailler encore plus par la suite, ça me plairait bien aussi. Et justement, c'est quoi ton approche? Comment tu sélectionnes les matériaux, les couleurs quand il y a un projet qui démarre? Voilà, comment... Alors en fait, c'est dès la 3D, parce qu'il y a toute la phase évidemment 2D qui est l'aménagement tout court, optimisation. Donc là, quand on a une optimisation qui marche pour la cliente et les clients, on va monter tout ça en 3D. Et c'est à cette étape-là, en fait, on ne sait pas, enfin personnellement, je ne sais pas lancer une 3D toute blanche. Je trouve ça toujours... En fait, quand on monte les volumes, il y a toujours une couleur qui vient ou une matière en se disant tiens, le mur là au fond, il y a une perspective qui se crée, il faut qu'il soit texturé, il faut qu'il prenne une matière, il faut qu'il prenne une couleur, etc. Et soit c'est une couleur ou juste, je sais pas, c'est un peu instinctif, on se dit tiens, en bordeaux foncé ici ce serait génial et on fait comme une boîte, etc. Ou en fait juste les clients nous ont dit un peu à l'avance, voilà, ne mettez pas de verre, je déteste ça. Et du coup nous on sait qu'on doit éliminer certains trucs. Mais après, je pense qu'à force d'avoir vu en fait aussi des nouveautés, que ça soit sur les réseaux ou même des choses d'inspiration qui passent, on se dit tiens en fait de travailler tout en bordeaux comme ça avec le plafond qui retombe, etc. Ça pourrait être chouette. Et on le tente comme ça. Et après la première visualisation de la 3D, les clients nous disent ah non ça va vraiment hors de question et on retravaille. Ou parfois c'est ah bah oui en fait j'aurais pas imaginé faire ça, mais c'est génial, on part sur cette idée. Donc en fait, voilà, ça se fait un peu naturellement. Donc ça, c'est pour les teintes, mais les matériaux, c'est pareil. Au début, on se dit, tiens, ce serait vraiment beau que la texture soit marbrée ou autre. Et on va travailler comme ça. Et évidemment, après, on passe en showroom pour tout, pour choisir les vrais matériaux. Donc pour voir vraiment comment marche la palette en général avec la teinte murale, la pierre, le carrelage ou autre. Donc, tu travailles pas avec des concepts décoratifs ou des moodboards, ou si tu as quand même une idée directrice ou tu improvises vraiment quand tu vois la 3D? On improvise. Enfin, j'improvise quand il y a la 3D. Ouais, c'est pas... et c'est quand on la voit monter, quand on se dit, tiens... en fait, non, là, ça fait trop de marbre, je sais pas, on fait comme ça. Mais en fait, ça vient un peu naturellement, sans forcément travailler en amont avec une palette qui marche et qu'après, on met sur la 3D. C'est dans le sens... Enfin, en tout cas, moi, je procède comme ça. Et après, par contre, on la revérifie avec des vrais matériaux en disant, ouais, on avait en tête que ça soit un peu comme ça. Et après, on voit comment ça marche. Et après, on réadapte la 3D en fonction. D'accord. Et tu arrives du coup à garder la cohérence, une cohérence dans tout le projet. C'est vrai que je pense que je suis un peu biaisée aussi par mon expérience à l'école, parce que nous, à l'école, on raisonne tout le temps en mode concept. Et donc, du coup, on a un concept directif en tête. Et ensuite, on le répartit. Voilà, c'est ça. Mais tu as quand même une idée directrice. Enfin, tu vois, par exemple, pour mon projet d'école, l'inspiration, c'était une affiche de Wes Anderson. Et en fait, le film, c'est Moonrise Kingdom. Et en fait, tu as du orange. C'est hyper coloré, c'est rétro. Et donc, du coup, mon concept, forcément, il va dans ce sens-là. Donc, mon projet final, la maison, elle est hyper rétro. Il y a quand même des couleurs parfois assez intenses. Genre, la cuisine, elle est orange, tu vois. Mais ça a guidé tout l'intérieur. Et donc, du coup, comment tu fais pour garder ce fil conducteur sans avoir de concept ou de moodboard établi? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, là, quand tu raisonnes pour ton projet d'école, ça a été le thème, c'est ça. Et donc, du coup, ils vont te donner un thème. Mais quand on est sur une rénovation d'un appartement de quelqu'un qui y vit, il va pas forcément dire le thème, c'est ce film ou du moins cette approche. Alors après, il y en a qui ont des sensibilités, par exemple, très 70. Et donc, du coup, il faut travailler sur ce style et on peut se donner une image référence et découler toutes les matières de ça. Mais en fait, c'est vrai que souvent, c'est plutôt la personne qui vit, les personnes qui vivent, où on va se dire, tiens, aussi, on visite souvent leur appartement actuel avant de faire leur appartement. Donc, on voit aussi leurs couleurs les couleurs plus ou moins aimées, ou du moins les mobiliers qu'ils veulent conserver et replacer. Donc, on voit à peu près un univers sans s'en figer non plus, parce qu'il ne faut pas se figer, il faut toujours proposer. Mais
quand après on le développe sur tout l'appartement, quand on a une pièce comme ça un peu phare, en fait, on se rend compte que sans le faire exprès, c'est un peu aussi, ça découle tout seul on a mis un peu le fil conducteur des mêmes teintes ou du moins les mêmes matières dans pas toutes les pièces, mais quasi. En tout cas, il y a une palette, un nuancier qui se décline, comme par exemple, ça passe du rose orangé à Bordeaux et tout ça marche ensemble parce qu'après, on va en showroom et sans le faire exprès, on se dit, ah bah tiens, en fait, ça colle pas mal avec ce qu'on avait prévu pour la partie réception que sur la partie nuit. Et voilà. Et en fait, faut vraiment le sentir. Moi, je le sens que quand je vois les vrais matériaux et quand je mélange tout. Et donc, il faut se faire, je pense, cette palette, c'est hyper important. Mais parfois, les gens y réfléchissent avant ou parfois, ils y réfléchissent... Enfin, en tout cas, de notre cas, mon cas, c'est de le faire après. Ok. Ok. Et t'as des matériaux de prédilection ou non que tu utilises souvent ou que tu affectionnes particulièrement, soit par leur qualité ou leur rendu Alors, j'ai évidemment un amour pour le marbre parce que voilà, c'est en fait, pour toutes les pierres naturelles, c'est-à-dire que c'est tellement vaste la possibilité qu'on peut en faire. C'est des tableaux en fait de la nature, donc on peut les appliquer à plein d'endroits différents, que ça sortira vraiment pas la même chose. Donc en fait, c'est vraiment sur le marbre, mais après ça a aussi d'autres contraintes. Donc, la pierre naturelle entre le poids, mais aussi le prix, l'utilisation, la fragilité. Donc voilà, donc c'est un peu là où c'est un peu difficile de travailler. Mais c'est souvent différent quand même sur chaque palette. Selon aussi la tendance qu'on va donner plus ou moins à l'appartement, on va pas travailler la même palette. Mais c'est vrai que la pierre revient quand même assez souvent. Et évidemment le bois, mais voilà, que ça passe du chêne au noyer, que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça peut être assez vaste quand même. Ok. Et s'il y a quelque chose que tu pouvais refaire dans toute ta carrière, ça serait quoi? S'il y a un truc sur lequel tu reviendrais, que tu changerais je dirais que c'est amener la partie mobilier plus rapidement dans mes projets, c'est-à-dire... j'ai toujours rêvé de lancer une partie vraiment collection de mobilier, accessoires. Et je l'ai gardé dans un coin de ma tête depuis le démarrage. Et aujourd'hui, je m'y attelle. Mais ça arrive quand même 8 ans après le lancement de l'agence, donc voire 9 ans. Donc j'aurais aimé l'avancer un peu plus tôt dans ma carrière parce que c'est quelque chose qui me motive beaucoup et je trouve ça hyper intéressant de développer quelque chose en entier et de ce qu'on a dans la tête, pouvoir l'appliquer vraiment à de l'objet et après le proposer bien sûr. Et voilà, j'aurais aimé avancer plus vite sur la partie mobilier qui arrive un peu tard maintenant, mais même si c'est jamais trop tard. Mais en tout cas, voilà, j'aurais voulu l'amener un peu plus tôt. Ok. Et pourquoi plus tôt? Pour te faire plaisir plus tôt ou pour les inclure plus rapidement dans tes projets Me faire plaisir plutôt. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment quelque chose de motivant et très complet avec l'archi d'intérieur, je trouve. Et du coup, ça permet aussi de faire des projets aussi très complets, puisqu'on peut faire à la fois le projet en entier, plus amener du mobilier. Et je me rends compte que là, en travaillant sur une collection, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Et je me dis, j'aurais pu avancer ça et avancer plus tôt là-dessus. Après, on est pris aussi dans les projets et dans la frénésie de combien on en a aussi parfois en même temps. Et on n'a pas toujours le temps. Mais c'est vrai que si j'avais pu peut-être en prendre moins et inclure la partie collection avant, ça aurait pu être chouette aussi. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard. Et donc, du coup, je serais contente de le travailler maintenant. Ok, super. Et c'est quoi ton gros conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui sont dans le milieu de l'architecture d'intérieur et du design, soit déjà en activité ou en cours voilà, on a différentes personnes qui nous regardent. Peut-être de suivre vraiment son envie, si on a envie de faire ça, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, il n'y aura jamais de la place pour moi, etc. Et à chaque fois, je leur donnais le même conseil, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être beaucoup d'architectes d'intérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place, parce qu'il suffit de suivre ce qu'on a en tête, de se démarquer. Et comment, c'est, je pense, sur la partie vraiment créative que ça se joue, en fait, ce métier. Donc, c'est vraiment de suivre
sa folie créative et de la pousser au maximum. S'inspirer, bien sûr, jamais copier, pas faire de ce qu'on a déjà vu, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense que ça ne va pas aider à aller plus loin. Donc voilà, toujours s'amuser, je pense, garder ce fil conducteur de la créa, et qui n'est pas toujours évidente, parce que parfois dans l'archi aussi, d'intérieur, on a beaucoup de parties plutôt gestion. Et la partie créative peut être réduite quand même aussi en termes de pourcentage dans sa journée. Elle peut être même très mince. Donc, c'est 5%. Hein, voilà, c'est ça. Ça, c'est important aussi de le savoir. Parce que je pense que tout le monde, quand on prend ce métier, on pense que ça va être vraiment de la créa à 100%, et pas vraiment. Donc, il faut être aussi capable d'assurer aussi, de se dire, ça va pas être tout le temps de la créa, ça va pas être tout le temps de l'amusement. Il y a aussi une partie de gestion qui est hyper importante, mais qui est fait aussi que le projet les projets sont complets, et de voir quelque chose qu'on pense derrière un ordinateur ou sur des croquis, et après les gens vivre dedans, c'est tellement satisfaisant que du coup ça fait oublier aussi tous les tracas qu'on peut avoir pendant tout un suivi de chantier, ou tous ces petits aléas qui sont, je pense, systématiques pour tout le monde. Mais qui fait aussi que voilà, on a un résultat après qui est là, qui est concret, où les gens vivent dedans, quoi. Donc, il faut laisser libre cours à sa créa, et être un peu à l'aise avec le fait de faire des choses moins fun parfois. De toute façon, c'est vrai qu'il y a énormément d'archi d'intérieur. C'est un métier qui est très à la mode aujourd'hui. On le voit ne serait-ce qu'avec les formations en reconversion. Ça, c'est un signe. En fait, les gens qui quittent leur emploi actuel pour se reconvertir, ça en dit long. C'est qu'il y a un effet de mode qui peut faire peur, parce qu'on se dit il y a une très grosse concurrence, mais finalement je trouve que la concurrence elle est rassurante, parce que c'est qu'il y a de la demande en fait. Donc ça c'est important, et c'est vrai, comme tu le soulevais, la créativité est primordiale. Je pense que pour se faire un nom, il faut être créatif, mais ce qui est vraiment, je dirais, c'est même presque plus important que la créativité, c'est être, en tout cas quand on a son agence, c'est d'être un bon chef d'entreprise. Le point commun de toutes ces grosses agences qui ont de gros noms, c'est qu'en fait, tu te rends compte que finalement, donc, ils sont très bons au niveau artistique. Donc ça, c'est unanime, on est d'accord. Mais ce sont aussi de très bons chefs d'entreprise, ou alors ils sont entourés de très bons chefs d'entreprise. Tu vois, il y a des archis d'intérieur qui sont très connus. Elles ont des maris qui sont très businessmen, ou alors elles le sont elles aussi. Et d'autres, par exemple Joseph Diran, je pense que c'est un très bon businessman, tu vois. Et j'ai l'impression, c'est une casquette qui est hyper importante, et qu'on oublie. On pense que la créativité, c'est ce qui va faire qu'on perce. Sauf que non, la façon dont tu gères ton équilibre, en effet, c'est vrai, sont les deux. Et si tu n'es pas un bon chef d'entreprise, je pense que c'est primordial d'être entouré de quelqu'un qui l'est, parce que c'est ce qui va faire exploser ton agence. D'ailleurs, je crois que parfois, quand je vois des duos en fait d'architectes, souvent il y en a un qui a un volet plus créatif et l'autre volet plus en effet business, etc. Ou peut-être aussi qui va permettre communication aussi, parce que c'est un volet qui est assez compliqué aussi à faire quand on est tout seul dans une entreprise, ou dans les petites agences, c'est pas toujours évident d'avoir toutes les casquettes. Donc parfois, il faut un peu composer avec ça, mais c'est vrai que ça reste aussi hyper important, parce que ça reste une entreprise en fait. Donc il y a aussi toute la partie pas forcément fun d'administratif ou ces choses-là. Communication, réseau, il y a tout ce petit volet. Et après, il y a la partie purement archi. Mais c'est ça. Et je pense que c'est trop souvent négligé, et à tort, parce que vraiment, le point commun de ces agences-là qui marchent vraiment bien, c'est que quand tu creuses, tu vois que derrière, il y a une intelligence entrepreneuriale qui fait la différence quand même. Je pense qu'il y a une organisation aussi à prendre. C'est ça, qui est des process, mais ce qui va avec la gestion d'entreprise. Il faut être très organisé aussi pour faire tout ça, parce qu'au final, ça n'est qu'une suite de choses à valider. En fait, il y a un cahier des charges à respecter pour que tout s'enchaîne bien. Et en fait, c'est quand même si chaque projet est différent, et ça, c'est très cool, mais il y a quand même en effet un process qui revient et qu'il faut suivre en fait un peu à la lettre. Donc si l'organisation ne suit pas, ça peut être vite un peu chaotique, je crois. C'est ça, non, mais complètement.
En tout cas, merci Charlotte pour à toi, Julie. ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi. Si jamais on veut te retrouver sur les réseaux, comment ça se passe? Alors, j'ai Instagram, bien sûr. C'est à mon nom, Charlotte Féquet. Et il y a aussi évidemment une page contact sur mon site internet avec les projets également qui sont exposés à la fois sur Insta et sur le site. Super. Voilà. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi, Julie. Encore une fois. À bientôt. À bientôt. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode.